Bonjour à tous, donc je m'appelle Raphaël Porcher, je suis enseignant de biostatistique à l'université Paris-Descartes et je suis très honoré d'avoir été invité à présenter ce thème qui est mon thème de recherche maintenant, enfin moi de mes thèmes de recherche. Alors je ne vais pas parler de ce que nous développons précisément sur ce sujet, mais je vais plutôt faire une introduction à ces méthodes pour que vous ayez au moins la culture de cela et peut-être, si ça vous intéresse, l'intérêt de vous plonger dans ces travaux qui sont parfois un petit peu compliqués. Alors, en fait, tout ça, ça part de la médecine personnalisée ou stratifiée ou de précision. Donc ça, c'est la série de thèmes historiques qui ont été utilisés pour définir ce concept, qui est maintenant est très important et en vogue. Donc l'objectif, c'est de donner le bon médicament au bon patient. Des fois, on rajoute même au bon moment. Et toute cette médecine de précision, elle est très fortement liée aux avancées fondamentales qui ont eu lieu ces dernières années en génétique et autres analyses moléculaires et cellulaires. Et le terme de médecine personnalisée, il a vraiment une forte connotation génétique. Enfin, il est utilisé pour des marqueurs génétiques, mais le concept est réellement beaucoup plus large. C'est un concept très attractif, même très naïvement, qui pourrait être contre le fait de personnaliser traitement ou d'adapter le traitement à un patient. Donc ça a attiré beaucoup d'attention. Ça a quand même modifié la conception du traitement en cancérologie après quelques succès retentissants. Évidemment, en corollaire, ça a fait naître beaucoup d'espoir pour les patients, les médecins, toutes les institutions autour de la santé. La médecine personnalisée, ça a aussi conduit à des investissements considérables, massifs, dans des équipes universitaires ou de la part d'équipes universitaires, de l'industrie pharmaceutique. Et un des exemples récents, c'est la Precision Medicine Initiative, qui a été lancée par l'ancien président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama, il y a exactement 2 ans aujourd'hui. Et donc, je vous ai mis ici une citation, il a dit « Tonight, I'm launching the new Precision Medicine Initiative to bring us closer to curing diseases like cancer and diabetes, to give all of us access to the personalized information we need to keep ourselves and our families healthier. » Donc ça, c'est vraiment au cœur du concept de médecine personnalisée. Alors, qu'est-ce que c'est en pratique? Eh bien, ça va reposer sur l'utilisation de biomarqueurs pour guider le choix d'un traitement plus précisément qu'on ne le ferait en l'absence de ces marqueurs. Et cela pour maximiser l'efficacité du traitement, mais aussi en diminuer la toxicité. Alors, dans cette première partie de ma présentation, j'aurai beaucoup d'exemples en cancérologie, et ça vient du fait que ça a été un des domaines où il y a eu le plus d'applications au départ. Et donc, comme exemple, on peut prendre le cetuximab, qui est une thérapie ciblée dans le cancer colorectal métastatique non muté KRAS. Et c'est là où la partie personnalisée intervient. Au lieu de traiter tous les cancers colorectaux métastatiques avec le même type de chimiothérapie, quand ils n'ont pas une mutation spécifique du gène KRAS, alors on peut leur donner une thérapie ciblée qui va être plus efficace. En termes de biologie, je dirais un biomarqueur a plusieurs types de définitions et pour simplifier, on pourrait considérer que c'est une altération moléculaire qui est mesurable et qui définit un phénotype biologique qui va caractériser un état pathologique ou physiologique. Pour nous, enfin pour moi dans cette présentation, la notion de biomarqueur, elle peut être largement étendue. C'est en fait toute combinaison de biomarqueurs, mais aussi au sens altération moléculaire, mais aussi d'autres tests biologiques. Ça peut être le taux de plaquettes, la bilirubine dans le sang, de l'imagerie ou des caractéristiques d'un patient qui vont pouvoir être utilisés comme un outil à visée diagnostique, pronostique ou prédictive. Le principe de la médecine de précision serait représenté sur ces figures qui schématisent des courbes de survie. Vous voyez à gauche des patients qui sont négatifs pour le biomarqueur. Alors, la courbe de survie est à peu près la même qu'on reçoive une chimiothérapie ou une thérapie ciblée.
Mais par contre, si on est positif pour le biomarqueur à droite, eh bien, la courbe de survie, quand on reçoit la thérapie ciblée, qui cible cette altération moléculaire par exemple, va être bien au-dessus de celle des patients qui reçoivent une chimiothérapie. Alors, il y a plein de types de biomarqueurs avec des objectifs différents. On peut avoir des biomarqueurs pour faire du diagnostic, pour faire du pronostic, pour suivre la réponse à un traitement, ou pour prédire la réponse. Des marqueurs associés à la réponse au traitement, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, associés à la réponse en termes d'efficacité ou de toxicité. Et à ce stade, il est important que vous fassiez bien la différence entre un marqueur pronostic et un marqueur prédictif de réponse. Donc ici, je vous ai représenté l'exemple d'un biomarqueur pronostic. Donc il s'agit d'un essai dans le cancer du sein métastatique HER2+. Les patients étaient randomisés entre deux traitements qui étaient trastuzumab, donc T sur la légende de la figure, plus docétaxel D, plus placebo dans le groupe contrôle, donc les courbes de survie sans progression bleues, ou pertuzumab, qui est la molécule à l'étude, dans les courbes de survie jaune-orangé. Et les courbes de survie ont ensuite été, survie sans progression, pardon, ont été séparées en fonction que les patients étaient sauvages pour le gène PIK3CA, donc ça c'est wild type, WT ici, les courbes en pointillés, ou mutés pour ce gène, donc ce sont les courbes en très plein. Ici, on remarque que l'on reçoive du placebo ou du pertuzumab, le fait d'être muté, donc les courbes en très plein pour le gène PI3CA, est de mauvais pronostic, c'est-à-dire que la survie est moins bonne que quand on n'est pas muté. Par contre, cela va être vrai que l'on soit traité par placebo ou par pertuzumab, et finalement, il n'y a pas beaucoup de différence entre la courbe jaune pointillé et jaune plein, et la courbe bleu pointillé et bleu plein. Donc ça, c'est un marqueur pronostic, mais qui n'indique pas une efficacité différente du traitement. Dans l'exemple suivant, je vais vous montrer au contraire l'exemple d'un marqueur prédictif. Vous trouverez à gauche la survie sans progression de patients atteints de cancer bronchique non à petites cellules avancées, qui ont été randomisés entre recevoir de l'erlotinib ou un placebo. Et les courbes sont séparées, donc les deux courbes de gauche sont chez les patients qui ont une mutation pour le récepteur à l'EGF, et les courbes de droite sont pour les patients qui n'ont pas cette mutation, donc encore une fois sauvage, wild type, WT. Si on regarde les courbes de droite, on se rend compte que l'on reçoive de l'erlotinib ou du placebo, la survie sans progression est à peu près la même. Il y a peut-être une petite différence quand même entre 8 et 32 semaines. Donc l'effet du traitement est significatif dans ce groupe. La différence est relativement faible, avec un hazard ratio de l'ordre de 0,8. Au contraire, à gauche, la différence entre les deux courbes est immense, elle est majeure, avec un hazard ratio, un rapport des risques instantanés de 0,10, donc une réduction de 90% du risque instantané de décès, quand on traite ces patients par erlotinib par rapport au placebo. Si en plus je compare les courbes bleues, donc sous placebo à gauche et à droite, on se rend compte que finalement, elles sont assez similaires. Donc sous placebo, la mutation EGFR n'est pas pronostique, par contre, elle prédit fortement la réponse à l'erlotinib. Donc, une des nécessités de la médecine de précision, c'est donc d'identifier qui va répondre à un traitement. Dans les cas précédents, il y avait une seule cible, c'était plus simple, mais on peut généraliser ça à des cas plus complets. Ça peut se faire avec deux types de schémas d'études, dans des essais cliniques qui ont des plans d'expérience particuliers, adaptés, par exemple stratifier sur un biomarqueur, ou des essais de stratégie de biomarqueurs, des essais adaptatifs, avec des plans d'expérience adaptés aux biomarqueurs, ou avec des méthodes qu'on va dire data-driven pour faire de l'anglicisme,
qui sont vraiment issus de l'analyse des données, qui vont pour identifier et confirmer l'existence de sous-groupes de répondeurs. Et c'est à cette présentation-là, à ce sujet-là que je m'intéresse dans cette présentation. Donc, ce sont des méthodes plus exploratoires, mais on va quand même essayer de contrôler le risque d'erreur de première espèce en un certain sens. Quand est-ce qu'on voudrait utiliser ces approches? Il y a plusieurs cas où c'est intéressant. Ça pourrait être intéressant si l'essai globalement ne montre pas de bénéfice pour l'ensemble de la population. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas un sous-groupe de patients qui bénéficient quand même du traitement. Et donc on va essayer de les déterminer. On pourrait aussi avoir un essai qui montre globalement un bénéfice du traitement, une différence significative sur l'effet du traitement entre les deux, mais il n'est pas du tout certain que le traitement ait agi de la même façon chez tout le monde, et que ce bénéfice moyen que l'on observe sur l'ensemble de la population est peut-être entièrement tiré par un nombre beaucoup plus restreint de très bons répondeurs. Et du coup, c'est important de les déterminer pour ne pas traiter à tort des patients qui ne bénéficieraient pas du traitement. Et cela va être encore plus vrai si le traitement a une toxicité non négligeable ou un coût important, pourquoi pas. Et dans ce cas, on veut restreindre la prescription aux patients pour qui le bénéfice dépasse le risque ou le coût. Historiquement, ce sont les analyses en sous-groupe qui ont été utilisées pour déterminer qui répond au traitement. Il n'y a pas beaucoup d'avantages à faire des analyses en sous-groupe, et il y a plus d'inconvénients. Les avantages, c'est que c'est assez facile à faire, vous l'avez peut-être déjà tous vu, on stratifie l'analyse et on mesure l'effet du traitement dans des sous-groupes, on fait un test d'interaction, et la méthode est classique, donc elle est facile à communiquer. L'inconvénient, c'est que très généralement, on ne tient pas compte de la multiplicité des tests que l'on fait en analysant plein de sous-groupes, et donc finalement, on ne va pas avoir vraiment confiance dans les sous-groupes que l'on aurait trouvés. C'est une approche qui est purement variable par variable, c'est-à-dire que je peux regarder les patients qui sont mutés pour EGFR et ceux qui ne sont pas mutés, les plus jeunes, les plus âgés, ceux qui ont tel type de métastase, ceux qui n'en ont pas. Mais finalement, je ne vais pas définir un sous-groupe comme étant les patients mutés EGFR qui n'ont pas de métastase cérébrale. Et puis, quand on a fait des analyses en sous-groupe et qu'on a trouvé le sous-groupe qui nous plaît comme ça et qu'on prend l'estimation dans ce sous-groupe, en général, on va avoir une estimation qui est trop optimiste, biaisée de l'effet du traitement. Donc il y a une nécessité d'avoir des méthodes qui sont statistiquement valides pour définir des sous-groupes de patients répondeurs à un traitement. Quels sont les principes statistiques qu'il faut considérer pour ce faire? Eh bien, en premier, il faut contrôler le risque d'erreur de première espèce de l'ensemble de la stratégie. Alors, il y a deux choix, où on veut vraiment avoir une approche assez confirmatoire, et donc on veut un contrôle du risque d'erreur de première espèce au sens fort. Soit on se contente de contrôler le taux de fausse découverte, un false discovery rate en anglais, et donc ça indique qu'on a des objectifs plus exploratoires, et que après on refera un essai pour confirmer l'effet du traitement dans le sous. Il faut aussi contrôler la complexité du modèle pour éviter le surajustement. Bien sûr, on pourrait faire plein de tout petits groupes de patients et regarder l'effet du traitement dans chacun et prendre ceux qui paraissent intéressants. Dans ce cas-là, on ne contrôle pas du tout la complexité du modèle et on va être très peu généralisable. Il faut aussi évaluer la reproductibilité des sous-groupes qui ont été identifiés et estimer autant que possible, sans biais, l'effet du traitement dans le ou les sous-groupes qui auront été finalement identifiés. Sans biais, c'est-à-dire que l'espérance de ce qu'on estime est égale à ce que l'on veut estimer, mais il faut aussi prendre en compte toute l'incertitude sur l'ensemble de la procédure dans l'estimation de la variance. Je vais vous introduire maintenant l'approche contrefactuelle, qui est une approche utilisée pour les données causales, mais qui est très utile pour ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire déterminer des sous-groupes de patients répondeurs, parce que ça permet de définir la réponse individuelle à un patient d'un point de vue statistique. Donc on se place dans un cas où il y a deux traitements, qui sont représentés par une variable Z, qui va valoir 0 si c'est le traitement contrôle, par exemple tout à l'heure le placebo, ou 1 si c'est le traitement expérimental, l'erlotinib, un critère de jugement Y,
Et pour un patient I, on va supposer qu'il existe deux valeurs de ce critère de jugement, YI0 et YI1. YI0, c'est ce que l'on observerait si le patient était sous placebo. YI1, c'est ce qu'on observerait s'il était sous erlotinib, ou autre traitement, bien sûr. Une fois que j'ai défini ces deux quantités, qui sont contrefactuelles, parce que on n'observe pas nécessairement, on observe même quasiment jamais, même dans un essai en crossover, les deux. Mais formellement, on peut définir l'effet causal individuel du traitement, qui est la différence entre YI1 et YI0. Si YI1 est plus grand que YI0, causalement, le traitement a augmenté Y. Et dans ce modèle contrefactuel, on va pouvoir estimer des paramètres et éventuellement estimer l'effet causal du traitement sous certaines hypothèses. Si on part de données d'un essai randomisé contrôlé, Z a été tiré au sort, et donc on peut simplement estimer l'espérance de Y de Z par l'espérance de Y sachant Z, donc par la moyenne du critère de jugement dans le bras, Z égale petit z, 0 ou 1 selon. Plus généralement, on peut aussi conditionner sur un vecteur de covariable x et estimer f de xz, qui est l'espérance de y de z sachant x vaut petit x, et ça on l'estime par l'espérance de y dans le groupe z égale z pour les patients qui ont x égale x. Pour que cela soit valide, il faut faire une hypothèse qui s'appelle SUDFA, en anglais, Stable Unit Treatment Value, qui est que le traitement donné à un patient ne peut pas affecter le couple de critères de jugement contrefactuel des autres patients, pas d'interférence entre les patients, et qu'il n'y ait pas de version cachée ou différente du traitement. C'est-à-dire que si j'ai bien donné le traitement Z, j'ai observé Y de Z. Ainsi, on peut aussi définir un contraste, E de X, qui est l'effet du traitement au niveau individuel, mais l'individu étant maintenant réduit à son vecteur de covariable X, c'est donc simplement f de x1 moins f de x0. On peut réécrire f de xz, c'est f de x0 plus e de xz, et ça sera utilisé par la suite. Il existe plusieurs types ou plusieurs familles de méthodes pour identifier les répondeurs à un traitement. Il y a des méthodes qui vont modéliser chacun des f de xz, donc dans les deux groupes. On va modéliser f de x0 et f de x1. Ces méthodes sont dites en anglais Global Outcome Modeling, GOM. Des méthodes qui ne vont pas modéliser f de x0 et f de x1, mais qui vont se concentrer directement sur e de x, donc l'effet du traitement conditionnellement à x, ça s'appelle Global Treatment Effect Modeling, GTEM. Il y a des méthodes qui vont encore plus se concentrer sur la recherche des sous-groupes de patients qui ont des valeurs de e de x élevées, ou basses, selon comment vous définissez y, mais là je vais considérer que y était élevé, ça veut dire que le critère de jugement est mieux, le devenir du patient est plus favorable. Donc pour les deux premières catégories, il y a vraiment beaucoup de méthodes qui ont été présentées très récemment, et donc je ne vais pas tout vous présenter, faire des choix. Et dans la dernière catégorie, il y a beaucoup moins de méthodes, et on va aussi s'arrêter sur une seule. Donc les méthodes GOM, elles ont été utilisées proposées ou pour estimer f de x1 et f de x0 séparément dans chacun des bras, ou alors avec un seul modèle pour f de xz qui va comprendre toutes les interactions entre les covariables et le traitement nécessaire. Ces méthodes-là utilisent très généralement des méthodes d'apprentissage automatique, en anglais on dit machine learning, couplées à des approches pénalisées, type lasso, pour gérer la complexité des modèles. Et là, je vais faire un petit focus sur une méthode une des premières qui a été proposée, et que je trouve assez facile intellectuellement à comprendre. Ça s'appelle celle des jumeaux virtuels. C'est très joli. C'est Virtual Twins. Donc c'est une méthode en deux étapes. On commence par estimer f de x0 et f de x1. Là, Foster et ses collègues ont utilisé des méthodes de forêt aléatoire, avec comme covariable les vecteurs de covariable x, qui sont les biomarqueurs potentiels qu'on va utiliser pour définir les répondeurs, Z le traitement donné, et puis X pour les Z contrôle et X pour les Z traités. Donc
une définition un peu différente du terme d'interaction, mais ils ont trouvé que ça permettait d'avoir des meilleures performances numériques de leur méthode. Une fois qu'ils ont estimé, donc avec des forêts aléatoires, ce sont des méthodes non paramétriques, c'est une boîte noire, hein, on n'a pas de modèle de régression simple à écrire, mais par contre ça permet d'avoir des prédictions. Et donc une fois qu'ils ont estimé ça, ils ont des modèles très peu parcimonieux, très flexibles, et ils peuvent prédire la réponse individuelle DI d'un individu par f de xi1 moins f de xi0. Et ça, c'est la réponse individuelle. Et dans une deuxième étape, ils vont utiliser des arbres de régression ou des arbres de classification de paradigmes différents sur les DI directement pour identifier le sous-groupe S de patients à partir d'un nombre limité de covariables. Donc il y a deux choix, où on fait un arbre de régression directement pour DI, puis on va sélectionner les nœuds où les prédictions sont supérieures à un seuil delta prédéfini, et là on va dire ça va définir mon ensemble S de répondeurs. Soit d'emblée on dichotomise DI, et on va avoir une variable binaire UI qui vaut 0 si DI est plus petit que delta et 1 si DI est plus grand que delta, et là on utilise un arbre de classification. Une fois qu'on a trouvé les répondeurs, la problématique est d'estimer avec le moins de biais possible le bénéfice du traitement chez ces répondeurs, et donc ils ont proposé une mesure du bénéfice qu'ils ont appelée Q de S, S étant l'ensemble des répondeurs, qui vaut l'effet du traitement, hein, donc E de Y sachant Z égale 1 et X est dans S, moins E de Y sachant Z égale 0 et X est dans S, donc ça c'est l'effet du traitement chez ces répondeurs S, moins l'effet global du traitement dans l'ensemble de la population. Et donc plus Q de S est élevé, meilleur est l'effet chez les super répondeurs, on va dire, par rapport à l'ensemble de la population. Et donc ils cherchent à estimer bien sûr Q de S chapeau, on ne connaît pas S, on a juste trouvé S chapeau, une estimation de S à partir de l'arbre de régression. Et pour cela, ils ont proposé 5 types de méthodes pour donc un estimateur de type plugin, c'est-à-dire qu'on va remettre les estimations qu'on trouve dans l'échantillon pour y avoir Q de S. On va faire du bootstrap paramétrique, on va faire de la validation croisée pour les F chapeaux dans chaque bras, on va faire de la validation croisée pour l'ensemble du processus de sélection, et où en plus on va rajouter, la cinquième méthode, une correction du biais par bootstrap, qui est appliquée aux estimateurs obtenus par les méthodes 1 et 2, et c'est ça qui a été montré dans leur simulation comme étant le plus performant. Après les méthodes GOM, Global Outcome Modeling, il y a d'autres méthodes qui sont celles qui ciblent E de X, nous l'avons vu tout à l'heure, qui sont les méthodes Global Treatment Effect Modeling. Encore une fois, il y a de très nombreuses méthodes qui ont été proposées, et on va faire un tout petit focus sur une méthode. Ce type de méthode est considéré comme plus robuste que GOM, parce que dans les modèles précédents, on veut estimer f de x1 et f de x0, et pour bien estimer ça, on va en gros consommer de l'information, des données, pour estimer à la fois l'effet des variables qui sont purement pronostiques, mais qui n'ont pas d'intérêt, donc qui vont jouer sur f de x1 et f de x0, mais de la même façon, donc pas avec un effet différentiel, et celles qui sont prédictives de l'effet du traitement, et donc pour qui f de x1 et f de x0 n'est pas le même. Mais quand on fait la première étape, par exemple, des jumeaux virtuels, il n'y a pas de différence entre ces variables, et donc on consomme de l'énergie, les données, pour bien estimer, bien prédire les f de x, z, même pour des variables qui n'ont pas d'effet intéressant pour la détermination des sous-groupes de répondeurs. Au contraire, les méthodes GTEM, elles se concentrent sur E de X, et donc il y a un gain d'efficacité, au moins en théorie, parfois en pratique aussi, à le faire. Donc mon exemple d'illustration, ce sont les arbres d'interaction, en anglais Interaction Trees, IT. C'est une extension des cartes, donc des arbres de classification et de régression. Donc je ne sais pas bien ce que vous connaissez sur les cartes, je n'ai pas le temps de détailler ça, mais pour vous représenter la différence, donc l'arbre de classification ou de régression part d'un nœud par an et coupe l'échantillon après en deux. Et en gros, il fait ça à partir d'un modèle linéaire, y égale à 0 plus 1 s plus epsilon. S, c'est l'indicatrice d'une branche candidate. Est-ce que je coupe, par exemple, l'âge à 60 ans, et oui ou non? Est-ce que l'âge est plus grand que 60 ans? Puis, donc on estime ça, et après on a un critère pour couper à S qui est construit sur la réduction de la somme des carrés des erreurs.
Dans l'arbre d'interaction, on rajoute des interactions, au lieu d'avoir ce modèle simplement avec S, on rajoute des interactions avec Z, l'interaction ZS, Z dans le traitement, l'interaction traitement fois branche, et le critère pour couper ne concerne pas l'effet de S, mais l'effet vraiment de l'interaction. Et donc on cherche à maximiser l'effet différentiel du traitement. Et après, comme dans Carte, on a aussi des critères qui mesurent la complexité de l'arbre pour le couper à un certain niveau. Mais dans la méthode des arbres d'interaction, c'est le coût de la complexité des interactions qui est pris en compte. Je ne vais pas développer plus longtemps ces méthodes GTEM, et je vais plutôt vous donner des éléments sur des méthodes de modélisation locales. Là, il y a beaucoup moins de méthodes différentes. En gros, il y a deux familles, Prim et Sites, et on va parler de Sites, qui est une méthode qui est relativement à la mode. Donc elle cherche à trouver un ou plusieurs sous-groupes de patients où l'effet du traitement est sensiblement plus important que dans les données complètes. Donc ça ressemble quand même un petit peu à ce qui précède. Ça ressemble aussi à Carte, et ça utilise un algorithme récursif qui va dépendre de beaucoup de paramètres, et notamment grand L, grand S, grand M. L, ça va être le nombre maximum de covariables qui peuvent définir un sous-groupe. On ne va pas prendre 10. Hein. S, c'est une taille minimale d'un sous-groupe, donc on ne va pas aller chercher des tout petits sous-groupes. Et M, c'est le nombre maximal de covariables candidates à considérer à chaque itération pour définir un nouveau sous-groupe. Donc, c'est un algorithme récursif. Je vais vous présenter simplement ou rapidement comment ça fonctionne. À une itération donnée, K plus 1, K peut être 0, alors on part du haut, on va considérer un sous-groupe qui a été identifié à l'étape d'avant, et c'est le groupe parent. Pour chacune des covariables qui n'a pas encore été utilisée, donc on ne coupe pas deux fois sur la même covariable, on va regarder chaque division possible du groupe parent en deux sous-groupes enfants, et on va évaluer un critère de séparation pour garder les M meilleures paires de sous-groupes enfants. Et pour chacune, on va garder le sous-groupe avec le meilleur effet traitement, et ça c'est un sous-groupe prometteur. Si la taille du sous-groupe est trop petite, elle est inférieure au seuil qu'on a prédéfini, on exclut. Et à la troisième étape, on va évaluer les critères de sélection et de continuation pour classer les sous-groupes prometteurs en sous-groupes candidats et sous-groupes, donc candidats à définir des répondeurs, ou des sous-groupes parents pour la prochaine itération. Donc, il y a plusieurs critères de séparation qu'on peut utiliser. Ils permettent de sélectionner les sous-groupes enfants avec un meilleur effet traitement. Et on peut par exemple décider, si j'appelle Z1 et Z2 les statistiques de test de l'hypothèse d'efficacité du traitement dans chacun des sous-groupes enfant 1 et enfant 2, eh bien je veux maximiser l'effet différentiel du traitement entre les deux sous-groupes. Ça c'est je peux utiliser dans ce cas-là P1. Je pourrais vouloir maximiser l'effet du traitement dans au moins un des deux sous-groupes, et je choisirais P2. Et on peut encore utiliser d'autres types de critères. Après, on a vu qu'on avait aussi un critère de continuation pour contrôler le nombre de sous-groupes à évaluer par la procédure d'identification. Donc on veut uniquement conserver les sous-groupes qui améliorent l'estimation, enfin, le test d'effet du traitement, donc la significativité du test d'effet du traitement, par rapport à leur sous-groupe parent. Donc ça, on regarde vraiment le degré de signification, petit p, on regarde le degré de signification du groupe enfant, PC, et il faut qu'il soit plus petit qu'un coefficient gamma, fois le petit p de l'effet du traitement dans le groupe parent. Si vous prenez gamma égale 1, vous n'avez pas de pénalité, mais vous pouvez décider de prendre gamma égale 0,5 par exemple, et donc il faut vraiment que le petit p soit divisé par 2 pour considérer que cette branche-là, elle va être continuée. Il y a un critère de sélection pour définir la règle d'identification d'un sous-groupe candidat, et lui, il repose sur un contrôle de l'erreur de type 1 global au sens faible, et ça se fait par des tests de permutation, avec des méthodes de rééchantillonnage. Et donc, on a un petit p pour un sous-groupe. D'après ce qui précède, on a minimisé, il est plus petit que celui de son parent, il est le mieux qu'on avait trouvé à l'étape d'avant. Mais comme on a fait toute cette procédure de sélection, il est vraisemblablement trop petit par rapport à sa valeur nominale. Et donc, pour savoir s'il est significatif au seuil alpha, on va permuter les covariables et le vecteur de réponse. Donc, on va en gros couper le lien entre les vraies covariables et la réponse. On fait ça un grand nombre de fois. On refait la procédure pour définir la coupure. Et puis, on va regarder combien de fois
le critère de sélection est vérifié pour au moins d'un des sous-groupes. Et ça, on va prendre la plus grande valeur qui soit inférieure à 5%. Et du coup, ça nous donne le nouveau alpha corrigé auquel on peut comparer le petit p. Donc là, je vous ai représenté un schéma global de l'ensemble de la procédure. Je ne vais pas y revenir pour des questions de temps, mais vous l'aurez. J'espère que ça simplifie un petit peu les choses. Vous voyez, vous partez d'un sous-groupe parent ici. Vous avez plusieurs covariables candidates. Vous les coupez à plein d'endroits. Vous avez donc des paires de sous-groupes enfants. Si elles vérifient les critères de taille, vous allez voir le critère de séparation. Vous prenez les M meilleurs. On teste le critère de continuation. S'il n'est pas vérifié, on s'arrête. S'il est vérifié, ça peut être un sous-groupe parent candidat. Et en plus, on vérifie le critère de sélection. S'il n'est pas vérifié, on abandonne. S'il est vérifié, il rentre dans l'ensemble des sous-groupes prometteurs. Alors, pour terminer, une petite illustration de ces méthodes sur un exemple réel. Il s'agit d'un essai de phase 3 dans le sepsis sévère. C'est un essai en 2 bras parallèles, avec une randomisation déséquilibrée, 2 fois plus de patients dans le bras expérimental. Il y en avait 317 que dans le groupe témoin, qui était simplement les soins habituels. Il y en avait 153 patients. Le critère de jugement principal, c'est la survie à 28 jours. Et les résultats de l'essai sont qu'on observe une survie moins bonne dans le bras expérimental que dans le bras contrôle. Et le test unilatéral qu'ils avaient prévu au départ donne P égale 0,83. 11 biomarqueurs candidats ont été considérés. Tous sont des variables continues. Donc il y a des critères, des variables cliniques, comme l'âge, le délai d'administration du médicament par rapport à la première défaillance d'organes, l'activité physique des patients à baseline, le nombre de défaillances d'organes, des scores, le SOFA, H2, Glasgow, qui sont des scores classiques utilisés en réanimation, et de la biologie, les valeurs sériques de plaquettes, créatinine, IL6 et bilirubine. Alors, je ne vais pas tout faire, je vais vous montrer simplement la méthode des jumeaux virtuels et la méthode SIDES sur ces données. Donc, première méthode des jumeaux virtuels, forêt aléatoire pour estimer la réponse, enfin le critère de jugement dans chacun des bras de traitement de façon le moins parcimonieuse possible, puis arbre de régression, et avec une validation croisée, on va essayer de déterminer quelle est la taille optimale de l'arbre de régression en fonction du nombre de feuilles terminales. Et donc, le minimum, il est à peu près obtenu ici pour l'erreur de validation croisée pour 2 ou 3 feuilles. Donc je vous ai mis ici le modèle à 2 feuilles et le modèle à 3 feuilles. Le modèle à 2 feuilles, il coupe les données sur le délai d'administration des médicaments. Est-ce qu'il est plus grand que 33 heures ou pas? Si oui, l'effet du traitement est plutôt négatif, on a moins 10% de survie. Mais sinon, c'est plus 5%. Et si on redécoupe cette feuille-là en deux, le modèle a choisi de le couper sur l'âge à 62 ans, et pour les patients dont l'âge est inférieur à 62 ans, donc les plus jeunes, encore une fois, on a un effet plutôt négatif du traitement. Je ne m'intéresse pas à savoir si c'est significativement différent de 0 ou pas, mais c'est moins 2% de survie. Mais par contre, pour ceux qui étaient plus âgés, on a plus 14% de survie, et ils sont 123. Donc voilà comment on définit le sous-groupe de répondeurs par la méthode des jumeaux virtuels. Ça va être les patients traités dans les 33 heures, mais qui ont plus de 62 ans. Dans cet exemple, et c'est aussi pour ça que c'est celui-là que je vous présente, la méthode SIDES va donner à peu près les mêmes résultats. Alors, je ne vous ai pas parlé avant de l'extension SideScreen de la méthode SIDES. C'est cela qui a été utilisé ici, en fait. C'est comme SIDES à une première étape, sauf qu'on ne contrôle pas du tout la complexité du modèle. Et donc, on veut un modèle très très riche pour avoir plein de sous-groupes prometteurs. On regarde quelle est l'importance des variables avec un critère d'importance de variables de chaque biomarqueur potentiel pour définir les sous-groupes prometteurs. On met un seuil sur ce critère d'importance de variable pour ne retenir que les biomarqueurs les plus importants. Et après, on réutilise le SIDES classique sur un sous-ensemble de marqueurs. Et ça permet de sélectionner parmi beaucoup de marqueurs. Et ici, la méthode, elle donne des résultats extrêmement proches que tout à l'heure, puisqu'elle va définir
comme répondeur les 123 patients, le même nombre que tout à l'heure, qui ont été traités dans les 31 heures et pas dans les 33 heures, mais dont l'âge était supérieur à 60 ans et pas 62 ans. Donc des toutes petites différences qui expliquent que la taille est la même. Si on fait un test brut de l'effet du traitement dans ce sous-groupe, on a un petit p à 0,002, mais des procédures de validation croisée permettent de corriger ça, et en fait on a un petit p qui est quand même plus proche de 0,05. Néanmoins, voilà, on a pu, en contrôlant alpha, au sens faible, montrer que vraisemblablement le traitement était efficace chez ces gens-là, alors qu'il est plutôt délétère chez les autres. Donc en conclusion, vous avez eu ici une introduction à ces méthodes. Je ne suis pas entré dans les détails pour des raisons de temps. Il y a beaucoup de méthodes et ça prend beaucoup de temps d'expliquer chacune. Mais au moins, vous avez eu un petit panorama de ce champ de recherche qui est à la fois récent et extrêmement actif en biostatistique. Pour l'instant, il y a pas mal de méthodes qui ont été présentées et très peu d'utilisation ou d'application pratique. Donc on ne sait pas encore bien qu'est-ce qui est mieux ou dans quelles conditions il faudrait utiliser telle ou telle méthode, mais c'est vraiment, ça fait partie des sujets de recherche actuels. Dans cette présentation, je me suis contenté, en un certain sens, de vous parler des méthodes qui cherchent qui répond à un traitement donné. Et il y a toute une autre famille de méthodes qui est extrêmement intéressante, que je n'ai pas encore abordée, mais que j'aborderai après, qui est quel traitement, enfin, que j'aborderai dans mes travaux de recherche, et peut-être je referai un webinaire si je suis invité à le faire là-dessus, qui sont de déterminer quel traitement est adapté à un patient donné. C'est lié, mais c'est pas exactement pareil, donc c'est ce qu'on appelle les stratégies optimales de traitement. Et voilà, ça c'est un autre champ de recherche qui est très intéressant et lié à cela. Juste pour terminer, quelques points à retenir. Donc, j'espère que vous retiendrez qu'il existe des méthodes de recherche de sous-groupes de patients répondeurs qui respectent des prérequis statistiques, que ce sont généralement des méthodes en plusieurs étapes, qui peuvent nécessiter des approches statistiques très récentes, complexes, comme tout ce qui est apprentissage automatique. Elles nécessitent toujours des étapes de validation, de correction pour la multiplicité, de correction des biais. Et ça se fait beaucoup avec de la validation croisée, du bootstrap, des tests de permutation, beaucoup de méthodes numériques. Mais au final, c'est ce qui permet d'avoir des sous-groupes dont on peut espérer qu'ils soient à peu près valides. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.